Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire organisé par lepetitjournal.com, le journal des Français à l'étranger, votre quotidien en ligne. Je suis Hervé Hérault, le président et le fondateur des éditions du petitjournal.com. C'est un plaisir de vous retrouver. Vous êtes extrêmement nombreux. Vous êtes inscrits aujourd'hui pour ce webinaire sur la thématique expatriation et fiscalité. Quels avantages à connaître et pièges à éviter, avec nos deux experts aujourd'hui, nos partenaires du Conseil supérieur des notaires. Maître Olivier Lecomte, notaire à Paris, diplômé spécialiste en droit international privé, et Maître Cécile Sainte-Cluc, notaire à Carcassonne. Bonjour Olivier, bonjour Cécile. Je vais vous passer la parole juste un ou deux mots pour vous laisser vous présenter, puis après je reprendrai la main pour expliquer aux internautes comment poser leurs questions. Cécile, est-ce que vous voulez commencer? Alors, oui, très bien. Bonjour à tous. Moi, donc Cécile Sainte-Cluc, je suis notaire à Carcassonne. Et comme Olivier, j'ai suivi tout un cursus pour me spécialiser en droit international privé et européen. Donc, en fait, ça passe par des certificats de spécialisation, des diplômes, de façon à acquérir des connaissances et traiter des dossiers avec des clients du monde entier. Merci. Olivier Lecomte. Donc, Olivier Lecomte, notaire à Paris, dans le 7e arrondissement, tout proche de la Tour Eiffel. Donc, j'ai fait le même cursus que Cécile. Je voulais rajouter un petit mot à propos du Conseil supérieur du notariat, puisque Cécile et moi, on intervient aujourd'hui en qualité d'intervenants du pôle des Français à l'étranger du Conseil supérieur du notariat. Le Conseil supérieur du notariat, c'est une entité qui est très proche de vous au niveau du plan consulaire, puisqu'on intervient régulièrement dans le cadre de consultations gratuites, de formation. Donc, vous aurez la possibilité de consulter le Conseil supérieur du notariat en fonction de l'endroit où vous êtes situé pour leur demander de vous indiquer le nom d'un notaire spécialisé en droit international, puisque c'est la matière qui nous concerne aujourd'hui, et plus spécialement, si c'est possible, en droit international, mais de fiscalité internationale. Voilà, donc on peut démarrer, Hervé, c'est bon. Super, parfait. Merci à tous les deux. Merci aux internautes, vous êtes nombreux. On va utiliser le petit onglet questions qui est en bas à droite comme fil de chat. Donc, évidemment, pour poser vos questions. Donc, je vous montre, je vous mets un petit bonjour à tous. Dites-nous où vous êtes. Est-ce que vous êtes en Asie et c'est la fin de journée? Est-ce que vous êtes levé tôt et vous êtes sur le continent américain? Est-ce que vous êtes en Afrique? En Europe, faites-nous un petit coucou, vous êtes déjà nombreux inscrits, ça serait super de savoir un petit peu, Véronique, Pierre, Karen, Carole, Louis, je vous vois connectés. Faites-nous un petit signe, allez Marie, elle est aux Pays-Bas, bienvenue Marie, c'est un plaisir de vous avoir. Évidemment, vous allez utiliser également cet onglet questions pour poser vos questions. On a la chance d'avoir ces deux experts qui sont là pour vous pendant 1 heure. Ça va être très dense et très intense, donc on va essayer évidemment de répondre à tout le monde. Je vous rappelle que ce webinaire sera également disponible en replay quelques instants après la fin du webinaire. Donc là, vous êtes connectés. Si vous ne pouvez pas assister à tout, posez vite vos questions. Mais de toute façon, vous pourrez voir la fin, vous pourrez le revoir, le réécouter. Vous pourrez également le partager avec vos connaissances, vos amis. Il y aura aussi un article dans le petitjournal.com dans les prochains jours avec la vidéo YouTube. Donc la vidéo YouTube, très facile à partager. L'article aussi, bien entendu. Donc si vous avez des connaissances, des collègues, des amis à l'étranger qui sont intéressés évidemment par cette thématique, je crois qu'on est tous intéressés, et ça sera le moment évidemment de leur partager. C'est super. Bonjour à Karine qui est dans les Émirats, Isabelle à Istanbul, Nadia qui est à Dubaï, Ronan à Hong Kong, Philippe qui est aussi à Hong Kong, Karine à Londres, Francis à Hainan, ça doit être en Chine je pense, Mathilde à Dubaï. Allez, Marjorie, elle est en Suisse, elle est bientôt en Australie. Voilà, ça va être un long voyage. Véronique à Rome, Carole aussi à Londres, Julie en Afrique du Sud, Henri qui est en Espagne, Geneviève en Thaïlande. Super. Merci à tous les internautes. Ça fait voyager. C'est vraiment un plaisir de vous voir un petit peu tous partout. Posez bien vos questions. C'est très important. Je vais passer la parole en premier à Maître Lecomte, Olivier, pour peut-être nous dire juste une petite checklist. Quels sont les points de vigilance, quels sont les points importants à considérer soit quand on va s'expatrier, quand on va partir vivre à l'étranger, soit quand on est déjà expatrié concernant la fiscalité? Bon, Hervé, dans un premier temps, j'aimerais expliquer un petit peu comment on va fonctionner aujourd'hui avec Cécile. On va essayer déjà de répondre dans une hypothèse dans laquelle on va dire, voilà, vous n'êtes pas encore parti. La fiscalité, elle sera comme ça. Quand vous serez parti, la fiscalité va changer. Et puis, si vous devez revenir,
fiscalement, qu'est-ce que vous devez faire avant de revenir pour éviter que vous ayez des pénalités fiscales ou des mauvais choix ou des mauvaises opportunités. Donc ça, c'est un petit train qui va ressortir régulièrement dans les points qu'on va traiter. Alors, on va traiter on n'a qu'une heure, donc peu de choses par rapport à tout ce qui est à voir. Mais je voudrais lister les choses qui sont à voir en droit fiscal aujourd'hui parce que je veux que vous les ayez en tête. Et si vous n'avez pas le temps de poser vos questions ou que vous n'avez pas les réponses, je veux que vous ayez le petit déclic pour nous consulter. On vous répondra avec Cécile pour pas que vous soyez mal pris. Alors, on a bien sûr la grosse problématique de l'impôt sur la fortune, avant le départ, pendant son expatriation, est-ce on la doit en France, et puis à son retour, c'est pas tout à fait les mêmes choses qui doivent être déclarées. Le problème des revenus de source française, les revenus locatifs, les salaires que vous avez quand vous êtes à l'étranger, est-ce qu'ils doivent être déclarés ou pas en France, être imposés, les donations, comment on fait quand on est à l'étranger pour recevoir un bien ou pour donner un bien, si on a des biens qui sont situés en France ou on a des enfants situés en France, le règlement d'une succession. Donc ça, généralement, on a beaucoup de questions, mais on s'y attardera un petit peu plus. Est-ce que vous avez des déclarations de compte à l'étranger à effectuer lorsque vous êtes résident de France, mais aussi vice-versa, dans l'autre sens? Je vais aussi attirer votre attention une seconde, parce qu'on n'en parlera peut-être pas, mais un gros warning sur les trusts, parce que si vous partez dans des pays anglo-saxons, moi, j'aimerais pas que vous me fassiez un trust, parce que ça peut me générer des droits de succession à 60%. Et des grosses pénalités où vous pourriez tout perdre. Donc, si certains de vous ont des trusts, posez-nous les questions. J'aimerais aussi attirer votre attention, parce qu'on n'aura peut-être pas le temps de voir, mais la lecture des conventions fiscales est très compliquée. Vous savez pas bien les lire. Vous pensez que c'est des impositions exclusives alors qu'elles ne le sont pas et qu'on doit déclarer les impôts dans les deux pays. Donc, assurez-vous auprès de nous que vous avez fait une bonne lecture des conventions fiscales. Parce que même ces conventions fiscales, elles sont mal lues au centre des impôts, donc par les inspecteurs. Alors, c'est que c'est pas facile. Autre problématique, la plus-value immobilière. Est-ce que vous devez vendre avant de partir? Est-ce que vous devez vendre, si vous vendez un bien à l'étranger que vous n'êtes plus en France, est-ce qu'il est taxable en France? Et puis, est-ce qu'il ne faut pas vendre avant de revenir en France pour éviter d'avoir des plus-values si vous vendez une fois revenu? La possibilité de faire des rescrits fiscales, l'exit tax. Est-ce que vous allez être concerné par l'exit tax quand vous êtes en France, mais aussi avant de quitter le pays dans lequel vous êtes arrivé? Donc, renseignez-vous pour pas avoir de mauvaises surprises. La taxe de 3% sur les immeubles quand vous faites des sociétés commerciales. Et puis, dernier warning qu'on n'aura peut-être pas le temps de traiter, mais sachez que on peut avoir de très mauvaises surprises fiscalement en matière d'assurance vie si vous m'avez gardé vos assurances vie en France avant de partir, avec une double imposition. Voilà, en gros, Hervé, on ne peut pas traiter tout ça parce que tout ça, ça représente quasiment dans le livre qu'on avait écrit avec Cécile du Congrès des notaires, il faisait 1400 pages, il y avait déjà 400 pages sur la fiscalité. Donc, on ne pourra pas en une heure tout traiter, mais on va essayer de répondre au maximum. Bon, bah super. En tous les cas, merci pour ce panorama et le programme. Les internautes, posez vos questions. Je pense que c'est vraiment le plus important. Maître Lecomte et Maître Sainte-Luc sont là pour vous répondre. Allez, on va démarrer avec Marie qui explique. Je suis d'origine portugaise. Mon mari est français. Nous sommes mariés sous le régime de la séparation de biens et envisageons de partir à la retraite au Portugal. Alors, il a une fille d'un premier mariage. Ils n'ont pas d'enfants communs. Quels sont les impacts si nous achetons un bien ensemble? Alors, j'imagine au Portugal ou en France, je ne sais pas. Est-ce que c'est clair comme cas de figure, Maître Lecomte? Là, si j'ai bien compris, la nationalité, on s'en moque déjà pour répondre directement. Depuis 1976, en France, la nationalité n'a plus d'impact fiscal. Donc, le fait que vous me mentionnez votre nationalité, ça m'intéresse pas beaucoup. Sauf si vous êtes américain, parce que en Amérique, ils taxent leurs nationaux, même s'il n'y a pas de revenus en Amérique. Donc ça, c'est le premier réflexe à avoir. Deuxième réflexe, vous me dites que vous voulez acheter au Portugal. Oui, au Portugal. Comment est le prénom de la dame? Marie. Marie nous dit qu'elle veut acheter au Portugal. Si j'ai bien compris, elle est mariée sous un régime de communauté. Séparation de biens. Séparation de biens. Donc, achat au Portugal en séparation de biens, Cécile, il va y avoir énormément de questions à se poser. Donc, première question, le régime matrimonial. Donc là, comme il y a un contrat de mariage de fait, c'est la séparation de biens, donc il n'y a pas de risque de mutation. Donc là, on sait qu'elle va être protégée. Si elle met l'appartement ou la maison à son nom, ça restera bien qu'à son nom. Deuxième cas, c'est les revenus fonciers qu'elle aura sur cet appartement. Si elle a un appartement alors qu'elle est résidente de France au Portugal, il faudra qu'elle déclare au Portugal les revenus, mais aussi qu'elle les déclare en France et qu'elle fasse une double déclaration.
annuel. Donc, il faudra qu'elle aille voir un expert comptable. Au niveau de l'IFI, pour Marie, l'appartement qu'elle achètera au Portugal sera déclaré en France annuellement comme étant un actif taxable à l'impôt sur la fortune, puisque lorsqu'on est résident de France, on applique ce qu'on appelle l'approche fiscale mondiale. C'est l'article 4A du Code général des impôts, qui fait que quand on est résident de France, on doit déclarer les biens qu'on possède immobiliers dans le monde entier. Donc, elle devra payer l'IFI sur le bien qu'elle a au Portugal, qu'elle n'oublie pas. Si elle achète en fonction de la valeur, ça dépendra de la valeur. Et Cécile, la valeur acquise et non pas la valeur cadastrale, parce qu'au Portugal, ils vont donner une autre valeur, mais nous, en France, on impose sur la valeur vénale. Il faudra également qu'elle ait le réflexe de déclarer annuellement le compte qu'elle va ouvrir au Portugal pour payer ses charges, puisque c'est la détention d'un compte détenu à l'étranger. C'est la case 8UU de sa déclaration 2042 qu'il faudra cocher, plus un formulaire 3942 qu'elle remplira annuellement. Sinon, elle peut avoir une amende de 1200 € par an pour non-réalisation de ce formalisme. Et puis après, elle va devoir également s'interroger sur la loi applicable à sa succession. Voilà. C'est ce que j'allais aborder lorsqu'il y a un changement de pays. Alors, ça dépend. Elle nous a pas précisé si elle allait s'installer là-bas ou si elle avait juste l'intention d'acheter le bien. Non, je crois qu'il n'y a pas la… Imaginons qu'elle puisse… Ils veulent partir pour la retraite. Ils veulent partir pour la retraite. Donc, ils veulent s'installer là-bas. Oui. Donc, il y a des questions à se poser en ce qui concerne l'anticipation de la succession parce que monsieur a un enfant d'une précédente union. Donc, il faut s'interroger sur le point de savoir comment ça va se régler la succession. Ils vont avoir une résidence. Alors, le Portugal comme la France sont soumis à un règlement européen en matière de succession. Et en principe, selon ce règlement européen, c'est la loi de la résidence habituelle du défunt qui s'applique à sa succession. Donc, si le Portugal devient la résidence habituelle du couple et que malheureusement monsieur décède, à ce moment-là, il faut savoir ce que dit la loi portugaise. Si monsieur qui est français veut garder la loi française comme loi applicable à sa succession, il peut le faire dans un testament en précisant qu'il souhaite que sa loi nationale soit la loi française, soit la loi qui s'appliquera à sa succession. Et à ce moment-là, il faudra bien faire attention à ce que dit la loi française. Il y a des droits réservés pour l'enfant de monsieur. Donc, avant l'achat, il faut bien faire le point avec un notaire, que ce soit un notaire en France qui connaît le droit international ou un notaire au Portugal, de façon à bien savoir comment acheter le bien immobilier. Alors, un petit complément, parce que là, on fait le webinaire sur la fiscalité. Donc là, Cécile, ce qu'elle vient de vous répondre, c'est sur le droit civil, c'est-à-dire quel code civil on va utiliser en cas de décès pour savoir qui hérite. Maintenant, sur le côté fiscal, si vous achetez un bien au Portugal et qu'il y a un décès, il faut que vous sachiez que ce bien est taxable en France comme s'il était situé à Paris. Et qu'on n'utilise pas le civil, on oublie complètement le civil. Chaque pays a le droit d'imposer. Alors, vous avez de la chance, c'est qu'actuellement, au Portugal, il n'existe pas de droit de succession en ligne directe. C'est-à-dire que si vous faites hériter un tiers en Portugal, on a des droits de succession, mais pas quand c'est les enfants qui héritent. Donc, il n'y aura que des droits de succession à payer en France. Mais il faudra peut-être que vous étudiez, Marie, avant d'acheter, éventuellement, si il faut pas faire une société ou s'il faut pas déjà acheter en démembrement pour éviter des droits de succession à payer sur ce bien en fonction de la transmission qui est prévue dans l'avenir. Est-ce que c'est le fils de votre mari qui doit hériter? Est-ce que c'est vous? Tout ça, ça s'approfondit. Voilà. Parfait. Allez, on a pas mal d'autres questions. On va continuer. Marie demande, lors de la déclaration d'impôt, il est indiqué que les Français de l'étranger sont soumis au prélèvement à la source, donc annexe spécifique. Dans le tableau d'aide de cette annexe, il est indiqué que les retraites versées aux Pays-Bas d'ordre privé ne sont pas soumises à ce prélèvement. Alors, qu'en est-il des retraites qui sont versées aux Français vivant dans l'UE ? En réalité, c'est l'approche de l'article 4A du Code général des impôts. Lorsqu'on est résident de France, on doit déclarer en France les biens qu'on a dans le monde entier. Lorsqu'on est non résident, on doit déclarer que les revenus de source française. Donc là, en l'occurrence, on a une personne qui reçoit une retraite dans un pays tiers de la France, donc elle n'a pas à le déclarer en France. Maintenant, on pourrait, par exemple, être au Portugal et devoir déclarer en France sa retraite parce que c'est une retraite qui serait payée par l'État si on était un fonctionnaire. Mais dans notre cas de figure, normalement, elle n'a pas à déclarer
Et c'est vrai que lorsqu'on est non-résident, l'impôt est pris en France à titre forfaitaire. Hein. Généralement, on est dans des forfaits de 30% ou 33,1 en fonction du type de revenu. Très bien. Une question de Nicolas qui demande, vous parliez de précautions à prendre sur les assurances vie avant l'expatriation. Pouvez-vous développer, préciser? Alors, je vais donner un petit exemple. L'assurance vie, c'est une fiscalité à part en fonction du type de contrat que vous avez souscrit. On a deux types de contrats. On a les contrats qu'on souscrit avant 70 ans et les contrats qu'on abonde après 70 ans. Je vous donne un cas de figure. Vous avez 69 ans, vous mettez 1 million d'euros sur un contrat d'assurance vie. Cette assurance vie sera transmise à vos enfants avec un abattement de 152 500 euros par bénéficiaire. Et au-delà, on est dans les tranches à 20 et éventuellement un peu plus si on dépasse 700 000 euros de capital. Ça, l'impôt qu'on paye à l'occasion du dénouement de ce contrat d'assurance vie, ça s'appelle un impôt sui generis. C'est pas un impôt de succession. Alors que si vous placez de l'argent sur un contrat d'assurance vie après 70 ans, il n'y a que 30 500 euros d'abattement et au-delà, c'est des droits de succession qu'on paye. Donc, je prends le cas d'une personne qui a mis 1 million d'euros sur une assurance vie avant ses 70 ans et qui part en Espagne. Lorsqu'elle va décéder, en France, on va prélever 20% d'impôt au titre d'un impôt sui generis après application d'un abattement de 152 500 euros. Mais au Portugal, en Espagne, ils vont considérer que c'est pas un impôt de succession et que la convention fiscale évitant la double imposition ne fonctionne pas. Donc là-bas, ils vont considérer qu'une assurance vie est taxable. Ils vont revenir taxer une deuxième fois le contrat d'assurance vie. Pour en finir, on va avoir une double imposition sur le contrat d'assurance vie. Donc vous devez étudier le type de contrat que vous avez souscrit. Est-ce que c'est un contrat de l'article 990I ou est-ce que c'est un contrat de l'article 757B? Si c'est un contrat d'article 990I, danger. Dans quel pays vous êtes parti? Il faut qu'on regarde si dans ce pays-là, les assurances vie sont taxées en cas de décès. Et si c'est le cas, warning, danger, risque de double imposition. Donc, il faut me casser votre contrat en France et puis le rouvrir dans un autre pays. Hein. Généralement, c'est ce qu'on fait. On rouvre au Luxembourg ou ailleurs, mais il faut que vous sachiez qu'il y a un danger. Très bien, parfait. Merci pour cette précision. Sylvie demande, nous sommes résidents fiscaux allemands et souhaiterions savoir si nous devons déclarer les intérêts annuels de nos PEL, CEL, assurance vie et PER français en Allemagne ou en France. Cécile. Là, ce sont des comptes bancaires qui sont situés en France, visiblement. Donc, ça génère des revenus de source française. Donc, si je me trompe pas, Olivier, il faut quand même qu'il les déclare aussi en France. Mais il faut regarder s'il y a une convention, parce qu'entre la France et l'Allemagne, il y a une convention pour éviter les doubles impositions. Donc, est-ce que tu sais ce que dit la convention franco-allemande, Olivier? Non, alors du côté français, c'est sûr, ils vont avoir ce qu'on appelle un prélèvement forfaitaire libératoire. Oui. Que là, c'est des intérêts et autres. Ils pourraient venir contester le prélèvement forfaitaire obligatoire auprès de la France en faisant une déclaration en disant, voilà, vous m'avez pris une taxation à 30%, mais moi, si on tient compte de mes revenus allemands plus de mes revenus français, j'aurais pas été dans les tranches à 30%. Et là, le fisc français refait un calcul et rendrait ce qu'ils ont pris en trop par rapport aux 30% si on devait être, par exemple, taxé à 25%. Ça, c'est du côté français. Du côté allemand, ils sont en droit, l'Allemagne, d'imposer les revenus de sources étrangères pour les résidents allemands. La convention fiscale indique en fonction des articles et en fonction du type de revenus s'ils sont à déclarer en Allemagne et s'ils sont à déclarer en Allemagne, comment on règle le problème de la double imposition. Là, on a parlé d'intérêt, d'assurance vie, enfin, on a parlé de plusieurs revenus de sources différentes. Donc, il y a plusieurs articles de la convention à lire. Je ne la lirai pas parce que ça nous mettrait 1 heure, mais il y a une étude à faire. Ce qui est sûr, c'est que le côté français, c'est à déclarer et que c'est très, très probable que du côté allemand, ça soit déclaré. Oui, il faut regarder la convention, je l'ai, mais c'est vrai que on ne peut pas répondre en 1 minute à cette question par rapport à la convention fiscale. Bien entendu, on va continuer avec les questions. Xavier est au Vietnam. Il demande, est-ce que les prélèvements sociaux sont dus sur des revenus fonciers en France? Non, puisqu'on paye une taxe forfaitaire de 30 points. D'accord. Donc, forfaitaire. Ouais, c'est compris dans la taxe de 30 points. Alors, Michel. Maintenant, il demande à faire une déclaration en disant je ne devrais pas être dans la tranche des 30 points. Là, ils sont capables de lui reprendre la CGRDS, puisque la CGRDS, on ne la prend pas pour les gens qui sont restés en Europe, mais pour les gens qui ont quitté l'Europe, l'État est en droit de la réclamer. Oui.
Michel est à Singapour, Michel E. Et elle demande, dans le cas de la vente d'un bien immobilier en France en indivision, est-ce que je dois déclarer à Singapour et à quel type d'impôt je peux faire face? Et elle demande si elle peut racheter des parts en indivision. J'y vais et puis Cécile, tu complètes? Vas-y, je complète s'il y a besoin. Allez, donc si vous vendez un bien situé en France, le notaire va, à l'occasion de cette vente, vous faire payer l'impôt de plus-value. L'impôt de plus-value payé en France n'est pas un impôt exclusif. Ce qui est sûr, c'est que c'est toujours le pays de situation du bien immobilier qui est le premier servi, qui se sert en taxe. Singapour a le droit également de prendre un impôt de plus-value. Il y a un notaire qui a été condamné qui avait oublié de dire à un vendeur norvégien qu'il devait déclarer les plus-values de source française en Norvège et là-bas, il devait être taxé. Le notaire avait été condamné à cette occasion. Donc là, en ce qui concerne Singapour, je ne sais pas s'il existe Je regarde pendant que tu expliques. Une imposition sur les gains. Alors, dans la convention, ça s'appelle gain en capital. C'est pas dans les revenus immobiliers qu'il faut lire. C'est dans le gain en capital. Donc, est-ce que la Convention dit que c'est une imposition exclusive à la France, qui est généralement le cas? En réalité, il faut lire la Convention. Puis, c'est pas parce que la Convention dit que vous êtes taxé à Singapour qu'il y aura de l'impôt à payer à Singapour, parce que s'il n'existe pas d'impôt de plus-value à Singapour, vous serez exonéré. Alors, vous ferez attention parce que les plus-values à l'étranger sont pas toujours calculées de la même façon que les impôts de plus-value en France. En France, une plus-value, on prend un impôt sur la différence entre le prix de vente et la différence entre le prix d'achat. Dans d'autres pays, par exemple au Canada, on prend la différence entre le prix de vente et le prix auquel votre père ou votre mère l'a hérité, si vous l'avez hérité. Donc, les assiettes sont beaucoup plus fortes. Donc, en fonction des pays, chaque pays a ses propres règles de calcul de l'assiette de taxation des plus-values et vous pourriez avoir une surprise. Ne considérez pas parce que on vous dit que c'est taxable à Singapour que vous allez avoir l'assiette française taxable. Votre assiette peut être moindre ou elle peut être plus et là, vous devez faire appel à un fiscaliste local. Tu as la réponse, Cécile, ou pas? Je suis en train de regarder, je suis en train de la parcourir de façon… Les revenus provenant de biens immobiliers sont imposables dans l'État contractant où ces biens sont situés. Non, mais là, c'est gain capital, c'est pas cet article-là. Il est un peu plus loin si tu le retrouves. Oui, je suis en train de regarder. Je pense qu'on ne va pas répondre plus profondément parce que sinon, on va pas répondre à assez de monde, Cécile. D'accord? Ouais, je crois que… Imposable dans l'État contractant où les biens sont situés, c'est pareil. Hein. Donc c'est marqué imposable que dans l'État ou dans l'État? Les gains provenant de l'aliénation des biens immobiliers sont imposables dans l'État contractant où ces biens sont situés. Vous allez avoir vous allez avoir un cours en direct. Vous voyez là, quand c'est marqué imposable dans l'État, attends, je vais simplement te faire le texte. Ça veut dire que c'est imposable dans l'État de situation, c'est-à-dire la France. Mais c'est pas marqué, c'est imposable que dans l'État. Donc, il y a la possibilité, s'il existe de l'impôt à Singapour, d'avoir un impôt à payer à Singapour. Et après, il faut aller lire dans la Convention comment éviter la double imposition. Peut-être que on a une dispense? Non, après, c'est les biens mobiliers, les parts sociales et autres biens. Et pour les autres biens, tu vois, c'est bien marqué imposable que dans l'État contractant, dans les cédants et résidents. Donc, il n'y a rien de plus précis. Donc, vous consultez un fiscaliste local, madame, pour être sûr. Ouais. On a une question de Pierre, Maître Lecomte, qui me semble, on va peut-être pu commencer aussi par ça, qui demande, voyez-vous une différence entre domicile et résidence fiscale? Et peut-être rappeler à nos internautes comment on détermine sa résidence fiscale quand on est expatrié. Alors là, c'est toute la difficulté de l'expatriation et avec tous les redressements fiscaux qui existent, c'est de la folie. Donc, c'est une question hyper importante. On va répondre de façon assez succincte. Déjà, il nous pose une question de domicile, c'est ça? Il demande s'il y a une différence entre domicile ou résidence fiscale. Alors déjà, domicile, c'est une notion française qui est l'endroit où on se domicile pour voter et autres. C'est déjà pas la notion de résident au sens civil. Donc, je vais déjà répondre, moi, sur le côté fiscal. Donc, fiscalement, vous pouvez être considéré comme résident d'un pays et avoir toute la fiscalité à payer dans ce pays sans habiter dans le pays. Alors, ça, je vous surprends. Et il y a de la jurisprudence qui a condamné un monsieur qui était divorcé, qui avait eu des enfants en France et qui était reparti en Afrique, qui avait une deuxième femme et qui avait des enfants en Afrique avec sa deuxième femme, et l'administration fiscale est arrivée à dire qu'il était résident de France et à l'imposer en France sur tous ses revenus.
parce que ces enfants du premier lit étaient scolarisés en France. Donc, c'est ce qu'on appelle les critères alternatifs de l'article 4B du Code général des impôts. Donc, je vous invite à faire des petites recherches sur l'article 4B du Code général des impôts. Alors, moi, je l'ai sous les yeux. Donc, c'est le lieu où on a son foyer. En fait, donc c'est vraiment un critère. C'est pour ça aussi, il y avait les enfants qui étaient pris en compte dans cet arrêt. Donc, il y a le loyer, le foyer. Ils vont regarder également le lieu de séjour principal et également le pays où l'activité principale, professionnelle principale est exercée. Ou alors lorsqu'on a le centre de ses intérêts économiques. Donc ça, tout ça, ce sont des critères qui sont utilisés par l'État français pour essayer d'attirer le domicile fiscal sur la France. Ça veut dire, si j'analyse de ce que vient de nous dire Cécile, que vous pouvez habiter au Portugal et tous vos revenus sont de source française parce que vous avez plein d'appartements à Paris et que vous avez votre retraite en France. Fiscalement, la France dit que vous avez vos centres de vos intérêts économiques en France et on dit que vous êtes résident fiscal français. Donc, il faut, avant de partir, regarder s'il existe une convention qui vous permet de déroger à ce principe, parce que dans les conventions, les États entre eux disent « est-ce qu'on ne change pas de critères ?» Et ils changent de critères et vous pouvez éventuellement vous retrouver domicilié au Portugal alors que vous pensiez être domicilié en France. Et puis, secondo, si les critères ne changent pas, il faut peut-être que vous vendiez certains appartements que vous avez en France pour aller placer l'argent sur un portefeuille au Portugal pour avoir des revenus de source portugaise pour être bien résident portugais. Donc, vous voyez, il y a toute une gymnastique à faire lors de votre expatriation pour vous assurer que vous ne serez pas considéré comme résident de France fiscalement, alors même que vous êtes à l'étranger et que vous, dans votre tête, le fait d'être parti, vous dites tout de suite, je suis parti, je suis plus en France, il n'y a pas de raison que je sois imposé en France. Si vous pourriez l'être. La France ratisse très large au niveau de sa définition de résident fiscal. Et résident fiscal, c'est pas résident au sens civil. Donc, encore un tout petit exemple, Hervé, important, pour les gens qui partent entre différents pays, parce que généralement, les gens nous disent, oui, mais moi, je passe plus de la moitié de la France hors de France, donc je suis pas résident de France. Oui, mais s'ils passent la moitié de du temps en France et qu'ils passent 25% du temps en Espagne et 25% de leur temps à Dubaï, ils seront résidents de France, même s'ils n'ont pas passé plus de la moitié. Voilà, ils auront passé, c'est le pays dans lequel ils auront passé le plus de temps, donc la France considérera qu'ils seront résidents de France. Parfait. Allez, on va reprendre les questions des internautes. On est à peu près à la moitié de ce webinaire. Je vous rappelle qu'il sera disponible en replay. Donc, si vous avez raté le début ou si vous ne pouvez pas assister à la fin, pas de souci, vous ne manquerez rien. Posez bien toutes vos questions. On va essayer de répondre à tout le monde. Il y a encore pas mal de questions, mais il faut profiter de la présence de nos deux experts, de Maître Lecomte et Maître Saint-Cluc aujourd'hui. On a une question de Mathieu qui demande, il va partir possiblement en expatriation à Londres. Il demande, quitte des parts de SCPI détenues en France, doivent-elles être déclarées à l'étranger? Donc là, j'imagine, il doit posséder des parts de SCPI. Donc, que doit-il faire alors qu'il part s'expatrier à Londres? Bon, déjà, quand il va partir, il va aller dans impôts.gouv et puis il va envoyer un petit message sur sa messagerie au centre des impôts pour dire, ça y est, à partir de telle date, je suis plus résident de France. Il va déjà prendre cette précaution-là pour pas que l'année prochaine, il court après lui pour les déclarations d'impôts. Donc, les SCPI, ce sont des revenus fonciers de source française qui seront imposables en France. Là, il a de la chance, c'est que le Royaume-Uni considère que ils ont un régime fiscal particulier. Ils vont considérer que sont imposables au Royaume-Uni que les revenus de source anglaise qui rentrent en Angleterre. C'est-à-dire que si il ne rapatrie pas ses revenus de SCPI en Angleterre, il ne sera pas imposable en Angleterre. Il faudra qu'il vérifie, mais de mémoire, voilà comment ça fonctionne avec l'Angleterre. C'est ce qu'ils appellent la notion de… Comment ça s'appelle, Cécile? Je sais pas. Il y avait un terme anglais. Enfin, il va le retrouver en Angleterre. On en parle régulièrement. C'est un régime particulier pour les Français résidant à l'étranger. Donc, on les impose en Angleterre que pour les revenus de source anglaise ou pour les revenus de source étrangère qui sont rapatriés en Angleterre. Donc, qui rapatrie pas? Qui se renseigne avant de rapatrier son argent quand il sera là-bas pour éviter une double imposition? Parfait. Véronique, elle est résidente en Italie. Elle a des revenus et des biens en France et en Italie, où ils sont déjà imposés, donc ses revenus italiens. Doit-elle les déclarer en France dans sa déclaration d'impôt? Elle est résidente en Italie? Oui, elle est résidente en Italie, mais elle a des revenus en France et en Italie. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en France, elle doit déclarer les revenus de source française.
En Italie, il faut qu'elle lise la convention pour voir si elle est obligée de les déclarer ou pas. Si c'est une imposition exclusive en France, elle sera pas obligée. Si c'est pas une imposition exclusive, elle évitera la double imposition parce qu'il existe une convention fiscale avec l'Italie, mais elle aura l'obligation de remplir tous les formulaires. En fait, il faut toujours bien regarder s'il y a une convention fiscale entre la France et le pays dans lequel on vit. Parce que c'est ce qui va permettre de déterminer les critères, savoir si on doit déclarer et si on est imposé dans les deux pays ou dans un seul pays et dans quel pays, en fait. Alors, c'est la convention, là, puisqu'elle parle d'impôt sur le revenu, c'est la convention en matière d'impôt sur le revenu. Ouais, et généralement, il faut être franc, hein, c'est pas beau de dire ça, mais c'est vrai, en France, on est quand même un pays fort taxé. Et quand les revenus sont taxés en France, généralement, le pays doit prendre de l'impôt que si son taux d'impôt est supérieur à celui de la France. Il prend le delta gap. On considère que les revenus étant de source française, c'est la France qui doit prendre d'abord l'impôt. Et l'Italie prend un complément d'impôt. Si la France, par exemple, taxe à 30 et qu'elle elle taxe à 40, elle va dire, mais moi, entre 30 et 40, la France n'a pas taxé. Pour qu'il y ait une égalité des Italiens devant l'impôt, je vais prendre les 10 de complément. Or, comme l'Italie est généralement en dessous de la France en matière de taxation, c'est peu probable qu'elle ait un complément d'impôt à payer là-bas, mais elle doit vérifier. Parfait. Allez, on continue avec les questions de nos internautes. On a Thierry qui devient expatrié en Andorre et qui, si je comprends bien, donc qui demande quitte du traitement fiscal de son ancienne résidence principale lors de la revente ou transfert de propriété à une SCI andorrane. Alors, j'imagine qu'il avait un bien en France qu'il a revendu à une SCI andorrane qu'il a montée et il demande est-ce qu'il y a une taxation sur la plus-value dans les 6 mois après l'expatriation? Sur la plus-value? C'est 2 questions, hein, oui. Ben, en fait, normalement, la plus-value, si je ne me trompe pas, Olivier, elle doit être taxée au moment de l'apport à la SCI andorrane. Hein. C'est, oui, donc. Après, est-ce qu'en Andorre, il y a une taxation particulière? Nous, en France, on traitera sur le transfert entre son patrimoine personnel à sa société andorrane. Donc, c'est là qu'on va traiter le problème de la plus-value. Alors, la plus-value, il faut que, je sais pas, sa question, elle mérite d'être approfondie parce que j'ai pas tous les éléments, mais je vais prendre le cas de figure. Lorsqu'on vend sa résidence principale en France et qu'on est résident de France, on est exonéré de plus-value. Si on part à l'étranger et qu'on vend sa résidence principale, on est encore exonéré de plus-value jusqu'au 31 décembre de l'année N+1. Ouais. Donc, il pourrait vendre sa résidence principale à la SCI en étant exonéré de plus-value, en ayant quitté la France s'il respecte ces conditions. Oui. Si ce n'était pas sa résidence principale, il pourrait avoir un abattement pour les immeubles locatifs de 150 000 €. Donc, voilà pour le traitement fiscal de la plus-value due en France. Maintenant, si après il habite en Andorre et qu'il revend, la SCI revend le bien, la SCI, si elle a fait une plus-value, elle a beau être à Andorre, elle devra payer. Oui, ça ne changera rien. On traitera la. Il faudrait approfondir la question. Il faudrait avoir plus d'éléments pour approfondir, hein, voir exactement ce qu'il veut, dans quel ordre et dans quel délai. Mais par contre, il sait approfondir sa question parce qu'il y a peut-être quelque chose à faire. Ouais. Parfait, très bien. Allez, on continue. Élodie demande, je suis imposable en France comme non-résidente. Puis-je déclarer les frais de garde de mon enfant que j'ai eu à l'étranger? Alors, en matière fiscale, on a une égalité parfaite du traitement entre les résidents et les non-résidents. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, le quotient familial, on l'utilise. Les réductions d'impôts qu'ont le droit les Français, les non-résidents ont également le droit. Par exemple, vous voulez payer moins d'impôts, vous pouvez faire des dons à des organismes actuellement sur des sites pour avoir des réductions d'impôts. Donc, maintenant, la garde d'enfants, si elle peut la justifier et que les factures sont bien mises, oui, ils ont les mêmes droits, mais il faut que ça soit bien, faut que les factures soient bien justifiables, quoi. Faut qu'il n'y ait pas de souci. Il faut qu'on rentre vraiment dans le cadre français de déductibilité des factures. Une question de Romain qui est français, il vit en France avec une Chinoise, ils sont en couple et donc ils sont résidents en France et il demande est-ce que les revenus chinois de madame doivent-ils être aussi déclarés en France? Ça c'est sûr. Oui. Résidente en France. Donc, Alors, on a une possibilité de ne pas déclarer les biens de madame en France. C'est pour les gens mariés dans un régime séparatif, de séparation de biens ou de participation aux acquets.
Chaque époux a le droit de faire sa déclaration séparément, mais il faudrait que madame vive plus de temps en Chine qu'en France pour qu'elle puisse faire sa propre déclaration. Mais là, si elle vit avec lui en France, soit ils font la déclaration commune et ils déclarent les revenus, soit ils font une déclaration séparée en France et elle les déclare elle-même dans ses propres revenus de source française. Maintenant, ça ne veut pas dire que ça sera imposable en France, il faut lire la convention. Mais normalement, il va y avoir un complément d'impôt certainement à payer en France. Nicolas demande comment est calculé le taux d'imposition français d'un couple expatrié dont les revenus sont en France pour madame et à l'étranger pour monsieur. Donc madame perçoit des revenus en France, monsieur perçoit des revenus à l'étranger, mais ils déclarent donc du coup ensemble leurs revenus en France. Donc du coup, comment est calculé ce taux d'imposition? La France, elle n'a pas les moyens d'avoir tous les renseignements. C'est pour ça qu'elle a mis un taux d'imposition moyen. Donc quand je vous dis par exemple les revenus de source française du type les revenus fonciers que vous avez vont être taxés au taux de 30%, c'est un taux moyen qui tient compte du fait que comme on ne connaît pas vos revenus de l'étranger, on se dit que la moyenne des Français en France est taxée à 30 points. Donc on tient compte comme ça d'une imposition moyenne pour qu'il y ait une égalité de l'impôt devant le français. Si maintenant il veut avoir un taux calculé de façon progressive, il peut l'exiger. Il faut l'exiger que s'il pense qu'il sera dans un taux inférieur à 30%, et il devra transmettre à l'administration fiscale tous les justificatifs des revenus de madame à l'étranger. Et le fisc français fera tout un calcul spécial et éventuellement lui restituera le trop payé. Et j'ai lu également qu'il y avait un seuil de 28 797 €, en deçà duquel on est imposé à 20%, et sinon c'est 30%. Donc, oui, il y a même plus. C'est parce que là, on est dans un webinaire, il ne faut pas que ça soit indigeste, mais par exemple, tous les revenus qui sont dans les dom-tom, ce qu'on appelait les anciens dom-tom, ils sont taxés à 14,4% au lieu de 30%. Il y a plein de petites… mais on ne va pas trop rentrer dans les détails. Ce qu'on veut, c'est que vous compreniez le mécanisme. Parfait. Julie demande, alors elle avait acheté un appartement avec la fameuse loi Pinel quand elle était résidente en France avec son mari, et maintenant ils sont plus résidents en France, et du coup elle demande, nous ne savons pas si nous pouvons encore bénéficier du crédit d'impôt en France pour le Pinel. Et pour moi, si. Et là, il faudrait quand même, je prends un joker quand même, il faudrait qu'elle s'en assure. Mais… De toute façon, elle relève au niveau des revenus fonciers, etc. Elle relève quand même elle doit déclarer en France. Donc. Ouais, non, mais ce qu'elle veut savoir, c'est si éventuellement, tu vois, son crédit d'impôt. Elle a encore ses déductions. Si elle va récupérer une somme d'argent. Écoutez, là, je prends un joker. J'en suis pas sûr à 100%. Donc, elle vérifie. Je sais qu'en matière en matière de déductibilité ou autre. Sur le pacte Dutreil, ça fonctionne. Sur les bois et forêts, sur les successions, on n'a pas les abattements. Donc sur le Dutreil, sur le pacte Dutreil, sur le Pinel, je n'en suis pas sûr à 100%. Non, je regarde si je trouve quelque chose rapidement pendant qu'on regarde une autre question, si vous voulez. Une question, Xavier. Est-ce que les revenus de plus-value et dividendes d'actions françaises doivent être déclarés et payés en France ou dans le pays de résidence? En France. En France. Et peut-être dans le pays de résidence aussi. Il faut lire la convention. Et s'il n'y a pas de convention, il faut demander à un fiscaliste local pour voir si dans leur code général des impôts, ils prévoient l'imposition et s'ils ont créé un crédit d'impôt dans le pays pour éviter une double imposition. Et si le pays n'a pas de convention fiscale avec la France et si le pays n'a pas prévu de crédit d'impôt, il pourrait se retrouver avec une double imposition. Très bien. Valérie, elle a déménagé au Luxembourg. Alors, son mari, il a déménagé en juin 2023. Elle a déménagé en octobre 2023, donc quelques mois plus tard. Et elle dit, nous avons considéré que c'est ma date de déménagement qui nous avait changé de résidence fiscale. Est-ce correct? Et est-ce que ça a un impact, puisque finalement, ça reste la même année? Alors, ce qui est marrant, vous voyez, c'est bien, parce que là, elle se pose la question, parce qu'ils déménagent tous les deux la même année. Mais la date de déménagement, elle n'est pas sans impact et elle dépend des pays. Nous, en France, on considère que si vous êtes résident en France au 1er janvier, vous devez payer votre impôt pour toute l'année en France. D'autres pays vont considérer que vous êtes résident de leur pays si vous passez plus de la moitié de l'année dans leur pays, même si vous n'étiez pas là au 1er janvier. Et ils vous disent, attention, il faut tout nous déclarer parce que vous avez passé plus de la moitié de l'année dans notre pays. Nous, en France, on a notre propre critère. Donc déjà, dans ce pays-là,
quel est le critère d'imposition? Est-ce qu'il fallait qu'elle soit là-bas au 1er janvier pour déclarer, ou est-ce il faut que ce soit plus de la moitié de l'année? Donc là, il n'y a qu'un fiscaliste local qui va le considérer. Ce qui est sûr, c'est que au niveau des revenus de source française, puisqu'ils avaient quitté la France tous les deux, ils sont l'année du déménagement de monsieur et madame, quelle que soit la date, ils sont considérés comme non-résidents au 1er janvier. Donc, il faut une déclaration de non-résident. Parfait. J'ai la réponse à la question précédente, Hervé, si vous voulez, oui, par rapport à la déduction Pinel. Bien sûr. Sur le site impôt.gouv, BOFIP, on nous indique qu'on distingue selon que l'investissement était réalisé avant ou après le 1er janvier 2019. Pour tous les investissements de type Pinel et de Normandie réalisés après le 1er janvier 2019, on peut bénéficier des crédits d'impôt. En revanche, pour tous ceux qui ont été réalisés avant le 31 décembre 2018, pendant le séjour à l'étranger, il ne peut pas y avoir de bénéfice du crédit d'impôt. Et après, il y a des critères quand même d'assouplissement selon si on revient pendant la période de location ou après. Donc, je rentre pas dans les détails, mais sur le site, on peut trouver des informations. En tous les cas, la réponse est déjà assez précise. Merci Cécile. Ronan demande, en cas de retour en France, donc quand on redevient résident fiscal en France, est-ce que la France taxe des dividendes perçus à l'étranger et des taxes qui ont déjà été taxées dans le pays étranger? Mais c'est possible. C'est possible qu'il y ait un complément de taxation en France. Il faut lire la convention, et s'il n'y a pas de convention, il faut le déclarer, il sera résident de France, donc il a une approche mondiale, il doit déclarer les revenus de source mondiale qu'il a, il sera obligé de les déclarer. Et la France, elle crée un crédit d'impôt, donc elle viendra déduire de l'impôt français l'impôt qu'il aura payé dans ce pays-là. Il faudra qu'il donne du justificatif. Une question de Martha qui elle dit « Je suis non-résidente et je suis retenue à la source en France parce qu'elle a des revenus locatifs au Portugal. » Oula, c'est pas très clair. Devrais-je opter pour un taux minimum ou un taux moyen? C'est difficile à dire selon les montants. Mais c'est… Voilà, en réalité… Bravo Hervé, spécialiste de fiscalité. Je deviens pas trop mal. Hein. Non, mais là, c'est le comptable, quoi. C'est son comptable qui va lui dire. Ok. Allez, une autre question. Il faut avoir tous les revenus pour pouvoir répondre à cette question. Michel qui demande, elle a des biens ou un bien, je ne sais pas, qu'elle loue en loueur meublé professionnel. Elle demande si elle peut bénéficier de la réduction fiscale et de l'amortissement alors qu'elle vit à Singapour. Ou est-ce qu'il faudrait passer en loueur meublé non professionnel? Ou est-ce que ça a un impact ou ça ne change rien? Le problème du loueur meublé là, elle loue en meublé, donc elle est en loueur meublé non professionnel. Et sa question, c'est de savoir si elle doit passer en loueur meublé professionnel. Si elle passe en loueur meublé professionnel, le problème, c'est qu'elle devient résidente de France puisqu'elle exerce son activité en France. Elle a une activité française, donc ça a déconseillé. Par contre, le régime de loueur de ce qu'on appelle LMNP, loueur meublé non professionnel, peut fonctionner pour des non-résidents. Donc, elle peut le conserver. Parfait. Allez, d'autres questions. Boniface demande, ça fait 15 ans qu'il est à l'étranger, Mexique, Singapour, Chine. Il rentre vivre en France en août. Bienvenue, bon retour Boniface. Il est marié, il a 3 enfants. Il dit, quels seraient le ou les premiers points d'attention pour anticiper avant mon retour? Il y a plein de points d'attention. On va déjà ceux qui me viennent tout de suite à la tête. Avant de revenir, il faut qu'il s'interroge, savoir s'il ne faut pas qu'il vende les propriétés qu'il a à l'étranger avant de revenir. Parce que s'il les vend une fois revenu en France, il pourrait éventuellement devoir payer en France des plus-values sur des biens vendus à l'étranger. Voilà. S'il se situe dans un pays où la plus-value est exonérée et s'il vend son bien avant de revenir, au moins la France ne pourra pas le taxer. Ça, c'est le premier réflexe qu'il doit avoir. Après, c'est l'IFI. Est-ce que… il faut qu'il sache aussi que quand il va revenir en France, tous les biens qu'il a à l'étranger vont être exonérés de déclaration en France pendant 5 ans. Donc, c'est quand même un gros avantage s'il est imposé à l'impôt sur les fortunes, sur la fortune immobilière, de conserver des biens situés à l'étranger s'il n'a pas envie de payer l'IFI.
Les autres points, c'est l'exit tax. Est-ce que il va pas devoir payer une exit tax dans le pays qui quitte? Parce que nous, quand on quitte la France, on a une exit tax à payer. L'exit tax, c'est un impôt pour les gens qui quittent le pays pour éviter qu'ils aillent dans des paradis fiscaux, mais il est peut-être actuellement dans un pays qui lutte contre les paradis fiscaux qui va le taxer. Donc, il doit voir avec un fiscaliste local s'il va pas être soumis à l'exit tax. Et puis enfin, il faut qu'il se rapproche d'un notaire français pour étudier les autres cas, parce que avant de revenir, il y a peut-être une opportunité pour lui de faire des donations exonérées de droits de succession. Est-ce que une fois qu'il sera revenu, s'il s'en rend compte, ça sera trop tard? Il faut peut-être qu'il étudie toutes les possibilités qu'il a avant de revenir et qu'il va peut-être perdre une fois revenu. Parfait. Bon, le bon conseil, c'est de prendre contact avec un notaire de toute façon. Francis demande où peut-on trouver les conventions fiscales. Alors, je ne sais pas où est Francis, mais il aimerait peut-être savoir où est. Alors, les conventions fiscales, il va taper impôt.gouv.fr. Une fois qu'il va être dedans, il va taper dans international. Dans l'onglet international, il va trouver un onglet convention. Il va taper sur les conventions, puis il met la première lettre du pays. Si c'est le Danemark, il met D, et le pays Danemark, il va cliquer dessus. Toutes les conventions sont dedans dans ce site. Il faut qu'il utilise que ce site, parce que les autres, ça peut être des conventions anciennes qui n'ont pas été modifiées. Là, il y a des mises à jour régulièrement. Des mises à jour, hein. Oui. Donc, impôt.gouv.fr, international et convention. Et pour certaines conventions, il y a même des petits commentaires sur, donc ça peut être intéressant aussi. Oui, alors on a les conventions fiscales dans impôt.gouv, mais on a aussi dans le BOI, le bulletin officiel de l'administration fiscale, des commentaires pour savoir comment lire la convention. Voilà. Bon, ce qui ne doit pas être très simple non plus. Hein, c'est pour ça que les notaires sont là. Hein, exactement. Pierre demande, en règle générale, les non-résidents fiscaux n'ont pas droit au crédit d'impôt. Est-ce que c'est vrai, pas vrai, ou ça dépend des cas? Ça dépend des cas. Ça dépend des cas. Justement, sur ce que je lisais tout à l'heure pour le dispositif Pinel, en fait, il y a sur le document des impôts, hein, sur impôt.gouv, on trouve des renseignements assez précis. Donc, selon certains avantages, il y en a dont on peut bénéficier et d'autres non, pas du tout. En réalité, le crédit d'impôt, c'est un système qui a été réalisé pour diriger des gens vers certains investissements. Donc, quand l'investissement, on considère qu'il faut développer, par exemple, les locations en meublé à la montagne parce qu'il n'y a pas assez de lits, on va donner des crédits d'impôt et on va les élargir même aux non-résidents pour qu'il y ait assez de gens qui investissent pour développer les nuitées pour la montagne, parce que pour les sports d'hiver, ça fait venir des touristes et autres. Donc, le crédit d'impôt, c'est un moyen, c'est une cerise sur le gâteau qui permet de vendre le gâteau. Donc, quand il n'y a pas assez d'investisseurs, on l'ouvre et on l'ouvre aux non-résidents. Donc, c'est du cas par cas. Une question de Charlotte qui est française. Elle est mariée à un Hollandais. Ils sont en expatriation à Singapour et ils ont des revenus locatifs en Airbnb en France. Elle demande où est-ce qu'il y a un risque de double imposition. En tout cas, il faut les déclarer en France. Double imposition, certainement pas. Parce qu'avec Singapour, de mémoire, on a une convention fiscale qui évitera la double imposition. Et il y aura peut-être une déclaration à faire à Singapour et un complément d'impôt à payer à Singapour par rapport à la France. Très bien. Allez, les internautes, il reste une petite dizaine de minutes. Posez vos toutes dernières questions. Maître Lecomte, peut-être qu'on pourrait aborder un peu l'IFI, parce que quand on vit à l'étranger, peut-être qu'on n'est pas forcément bien informé sur ce point. Et si on fait une acquisition, si on rentre, si on a une succession, on peut être concerné. Est-ce que peut-être vous voulez nous faire un petit topo sur cet impôt sur la fortune immobilière? Oui, et puis après, on parlera un petit peu aussi des donations, si ça vous gêne pas, parce que pour les expatriés, c'est pas évident. Pour l'impôt sur la fortune, que vous soyez résident de France ou pas non résident de France, vous pouvez être concerné par cet impôt. Simplement, l'IFI concerne pour les non-résidents que pour les biens immobiliers qu'ils détiennent en France. Appartements, villas, terrains, terres agricoles, les bois, les forêts, mais également si vous avez des CPI, ou si vous avez des sociétés civiles immobilières qui elles-mêmes qui détiennent des biens immobiliers, vous serez obligé de payer l'IFI en France. Son seuil se met en application à partir d'1 300 000 €, mais vous payez l'IFI dès que vous avez un bien supérieur, enfin dès que vous arrivez dans la tranche à 800 000 €.
Si vous avez un bien qui vaut 1 299 000 euros, vous n'avez pas d'IFI à payer. Si le bien vaut 1 300 000 euros, vous payez l'IFI, mais vous payez l'IFI de 800 000 à 1,3 million. Voilà, c'est des tranches progressifs. Alors, vous pouvez bénéficier d'une exonération, enfin du moins d'un crédit d'impôt qui vous permette de faire disparaître l'IFI si vous investissez en France dans des sociétés de développement, du type vous achetez des bois et forêts à travers des parts de sociétés. Ils donnent vocation à hauteur de 25% à être déduits de l'impôt que vous devez payer en France. Donc, on a quand même beaucoup de gens qui ne payent plus l'IFI, qui le déclarent, mais qui préfèrent investir dans des bois et forêts ou dans des terres ou dans des vignes en France pour avoir la réduction d'IFI. C'est des investissements dans des sociétés qu'on appelle à risque. Très bien. Et donc, concernant les donations succession? Alors, pour l'IFI, encore un petit peu, si vous avez des biens détenus dans des trusts, ils sont aussi imposables à l'IFI. Et puis, je veux simplement faire un petit complément d'information pour les gros patrimoines. Parce que quand votre patrimoine excède 5 millions d'euros, vous n'avez plus le droit de déduire la totalité de votre passif. Le passif supérieur à 60%, vous avez le droit de le déduire qu'à hauteur de 50%. Parce qu'à un moment donné, on avait trop de gens qui achetaient des grosses villas en France à 10-12 millions d'euros, puis qui allaient faire un prêt au Luxembourg ou à Monaco et qui mettaient l'argent qu'ils devaient payer pour payer comptant sur un compte pour avoir le prêt rien que pour le déduire de l'IFI. Donc, on a créé un système anti-abus sur l'IFI avec cette fonction pour les gros patrimoines. Maintenant, pour les donations, je voudrais surtout attirer votre attention sur le fait que les donations à l'étranger, c'est assez compliqué à faire et qu'il ne faut pas que vous embarquiez dans une donation au profit de vos enfants qui seraient résidents de France ou une donation d'un bien situé en France sans nous avoir consultés. Parce qu'on n'a pas de convention, on n'a pas beaucoup de conventions fiscales en matière de donation qui évitent la double imposition. Heureusement, on a l'article 750 ter du Code général des impôts qui permet d'avoir un crédit d'impôt en matière de donation, mais ça mérite à chaque fois de faire un calcul approfondi parce qu'on a une imposition en France, mais on a aussi une imposition dans l'autre pays et ça peut générer des fois des grosses sommes. Donc, ne nous envoyez pas des actes de donation en disant « Maître, ça y est, je viens de faire une donation, inscrivez-la moi en France ». D'abord, on pourrait ne pas l'inscrire ou on pourrait vous dire « Attention, ça va vous coûter X euros et ça pourrait être très désagréable ». Donc, étudiez-moi en profondeur, enfin de façon très approfondie, votre projet avant même de le mettre en application. Oui, parce que souvent, juste un tout petit, quand on analyse certaines situations, certains projets, en fait, on s'aperçoit que selon certains pays, il vaut mieux éviter de faire une donation, il vaut mieux faire un testament. Donc, Après, il y a un sujet aussi qu'on est amené à traiter, nous les notaires, c'est voir les donations partage. Quand des gens ont des biens en France et à l'étranger, il y a des solutions que l'on peut trouver pour aider les gens à quand même transmettre les biens à leurs enfants. Voilà, il y a des astuces qu'on a mis en place. D'accord. Lorsqu'on est à l'étranger, en réalité, on a beaucoup plus d'opportunités de devenir riche que quand on est qu'en France, parce qu'il y a moins d'imposition dans les autres pays. Par contre, les montages et le suivi nécessitent beaucoup plus d'investissement parce qu'on a affaire à des gens spécialisés dans chaque pays qui, comme ils sont spécialisés, ont fait des études un peu plus poussées et qui prennent des honoraires plus forts. Surtout quand on est français à l'étranger, on est un peu considéré comme étant des riches où la taxation à l'heure elle flambe comme par hasard et la moindre consultation qu'on fait elle arrive vite à 1 000 ou 2 000 euros. Donc il faut que vous prévoyez en amont parce que si vous bouclez mal vos dossiers en étant à l'étranger, vous pouvez avoir quand même de grosses dépenses lorsque vous allez vouloir les déboucler, que vous allez rentrer en France si vous n'avez pas bien fait le montage ab initio. Allez, on aborde les toutes dernières questions. Corinne, justement, au propos de la donation, elle vit en Espagne avec son mari et ses filles sont étudiantes en France et pour l'instant, elles sont étudiantes, mais elles vont rester en France. Elles ont l'intention de faire une donation d'une maison à leurs filles, à leurs enfants, avant qu'elles soient résidentes fiscales en France, puisqu'elles sont pour l'instant que étudiantes. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est Généralement, avec l'Espagne, on ne fait pas. Ouais, c'est plutôt des testaments avec l'Espagne. Ouais, parce que le problème, c'est qu'en Espagne, on a des impôts au niveau des régions et au niveau du pays et que l'imposition sur les donations est beaucoup plus forte que l'imposition au moment du décès. Donc, on préfère attendre le décès pour faire des donations. Donc, je sais pas dans quel
région elle est. Donc, il y aurait une étude à faire, mais 8 fois sur 10, on aboutit à un abandon des idées d'une donation avec l'Espagne. Vous voyez, c'est un cas où c'est pas évident l'Espagne. D'accord. Jean, il est expatrié dans un pays d'Asie où il n'y a pas de convention fiscale. Il souhaite faire un transfert de ses revenus, donc des salaires. Il a déjà payé les impôts dans le pays de résidence. Il demande s'il transfère son argent en France, est-ce qu'il va devoir être imposé? Non, le transfert, à partir du moment où, quand il l'a gagné, il l'a déclaré et que c'est de l'argent propre, oui. ou alors qu'il n'était pas obligé de déclarer, il peut transférer ses biens en France. Il va simplement avoir peut-être Tracfin qui va qui va voir de l'argent arriver et qui va penser que c'est de l'argent de la drogue ou de la prostitution, qui peut éventuellement le questionner en disant mais d'où vient cet argent? S'il peut justifier que c'est de l'argent qu'il a économisé sur des revenus déclarés dans son pays là-bas, il n'y a aucun souci. Donc l'argent ne sera pas taxé en France. Alors attention, hein, ça c'est par virement bancaire, hein, qui ramène pas l'argent en liquide avec lui, hein, sinon il est limité. Dans les vols d'avion, je crois qu'on est limité. Il faudrait que je regarde, mais c'était à 7 000 €, quelque chose comme ça, hein, pas plus, ou 10 000 €, pas plus. Hein. Un bon conseil. Michel demande, peut-on faire un virement dans une ONG pour éviter l'IFI en France ou faire un virement auprès d'une ONG à l'étranger? Je sais qu'il y a des fiscalisations, enfin il y a des avantages fiscaux à faire des donations à des ONG. Est-ce que c'est valable aussi pour nos Français de l'étranger? Alors je sais que ça marche pour les revenus normaux, hein, c'est-à-dire sur le revenu. Mais pour les filles, j'en suis pas sûr. À vérifier. D'accord. Excusez, hein, je préfère pas. Non, bah non. Voilà, je veux pas vous dire quelque chose. Je suis pas sûr certain, donc il faut aller vérifier peut-être. Karen demande, faut-il déclarer en France un compte d'investissement offshore? C'est des ETF mondiaux pouvant donc inclure des sociétés françaises quand on n'est pas résident en France? Non. Okay. Sauf si, dans son compte à l'étranger, il y a des sources de revenus françaises. C'est-à-dire que sa société elle-même, ses entités détiendraient elles-mêmes des sociétés françaises. Apparemment, c'est que du offshore, là, d'après ce qu'elle indique. Oui. Hein. Mais je pense que c'est des fonds dans lesquels il y a peut-être des sociétés qui sont en France. Ouais. À vérifier alors par. À vérifier, mais normalement c'est non. La réponse c'est non. C'est fort probable que ce soit non. Bon. On va arriver au terme de ce webinaire. Avant le mot de la conclusion, j'ai encore 2 questions. Il y a une première, c'est Xavier qui dit « Je suis allé sur le site du Conseil supérieur du notariat et je ne trouve pas l'endroit où prendre contact avec un notaire spécialiste fiscalité internationale. » En fait, il faut juste… Il dit « Est-ce que vous pouvez me fournir le lien ?» En fait, il faut juste contacter le CSN, c'est ça? Ouais, tout simplement, il envoie un mail au CSN en disant voilà, je suis dans telle région de France, j'ai besoin d'un notaire spécialisé en droit international, qui pouvez-vous m'indiquer, et qu'il indique en même temps la langue qu'il souhaite parler, quoi. Parce qu'il y a des notaires qui sont pas spécialisés en droit international, mais qui parlent la langue des pays. Alors, il faut être franc. En réalité, le notariat, on est quand même une profession avec beaucoup de pans juridiques à traiter. On est un des seuls notariats du monde à traiter de la fiscalité. C'est-à-dire que les notaires dans les autres pays du monde, généralement, ils savent pas traiter la fiscalité, ils envoient vers d'autres organismes. Mais malgré tout, vous avez en France les notaires qui savent traiter la fiscalité, mais la fiscalité internationale et le droit international, c'est quand même peu de notaires spécialisés. Donc si vous allez voir votre notaire traditionnel, vous lui demandez franchement en lui disant est-ce que vous vous sentez vraiment capable de répondre, parce que sinon je vais aller voir un spécialiste. Et si vous répond non, vous appelez le CSN qui va vous donner des noms, ou vous tapez dans Internet, vous allez voir maintenant les notaires qui sont spécialisés dans leur site Internet, on les retrouve un peu plus facilement. Et le CSN et la Chambre des notaires aussi, dans le département dans lequel vous êtes, est capable de vous dire qui est le notaire spécialisé dans votre coin. Très bien. Pierre demande quelle est la référence de votre livre. Vous avez évoqué le livre que vous aviez… Alors, c'est le livre qu'on a écrit avec Cécile, c'est le Congrès des notaires international. L'international, c'était en 2019, le Congrès des notaires en 2019. Mais je ne pense pas qu'il soit encore à la vente. Donc, vous allez être obligé de consulter là. Vous allez… Très bien. Malheureusement, on ne peut pas vous donner les références pour que vous puissiez l'acheter. Désolé.
Une dernière petite question avant de vous laisser le mot de la fin. Nicolas demande, quand on s'expatrie à l'étranger, quand on veut transférer de l'argent français sur place pour démarrer, faut-il déclarer quelque chose? Donc, lui, il est en France, il va partir en expatriation, il veut envoyer de l'argent pour s'installer. Déjà, il va faire attention, il va m'envoyer ça sur un compte en euros. Oui. Et puis, parce que je ne sais pas dans quel pays il part, mais il faut que vous fassiez très attention parce qu'il y a plein de gens qui partent à l'étranger qui ne l'envoient pas dans des comptes en euros et qui ne font pas des déclarations au change. Donc, et après, lorsqu'ils revendent le bien qu'ils ont acheté, ils peuvent plus ressortir l'argent du pays. C'est le cas avec le Maroc, l'Algérie, la Chine. Ouais. Donc, déjà, quand vous envoyez de l'argent dans un pays et que vous dites, je vais peut-être le quitter, il faut que je récupère mon argent, il faut déjà demander un papier spécial à l'office d'échange. D'accord. Donc, ça, c'est le premier point. Maintenant, quand il va envoyer l'argent à l'étranger, comme il sera encore résident de France, il faudra qu'il fasse sa déclaration de compte ouvert à l'étranger. S'il part pas tout de suite, s'il reste plus d'1 an. Bon, après, il n'a pas de taxation particulière, il n'y a aucun souci. Simplement, je lui conseille quand même d'essayer de prendre une banque française qui a son compte ouvert là-bas. Le Crédit Agricole a beaucoup de comptes ouverts à l'étranger. La Société Générale, tous les pays de l'Est, généralement. On a la Banque Transatlantique qui est fort présente dans tous les pays anglo-saxons. Il essaye de nous trouver une banque française qui a une succursale là-bas, c'est plus facile. Très bien, parfait. Merci à tous. Merci Maître Lecomte, Maître Sainte-Cluc. Je vous laisse peut-être un petit mot de la fin à chacun et puis après on clôturera ce webinaire. Cécile. Alors, je vous remercie pour votre attention et pour vos questions. Moi, ça m'amène à penser qu'en fait, il y a vraiment besoin de ce genre de webinaire régulier. On en fait peut-être un par an, mais je vois qu'il y a quand même beaucoup de questions. Et il faut que la profession réfléchisse à comment informer les gens peut-être de façon un peu plus régulière et plus précise. Moi, ce que je voulais vous dire, c'est qu'en matière d'imposition dans un contexte international, il faut bien voir quels sont les rapports de la France avec le pays dans lequel on est expatrié et s'il y a des conventions fiscales. Quand on a un cas assez simple, on peut s'en débrouiller. Sinon, il faut vraiment pas hésiter à consulter un notaire qui pourra vous guider, quoi. Parce que sinon, on peut faire vraiment des catastrophes. Très bien. Maître Lecomte. Alors, tout simplement pour dire que vous avez encore la possibilité de nous retrouver facilement et de vous envoyer vos questions si vous n'avez pas pu le faire aujourd'hui. Vous pouvez nous retrouver avec Cécile, puisque Cécile, ceux qui sont en ligne mais qui sont à Madagascar, on va là à Madagascar en septembre ou octobre, je pense. Et puis ceux qui sont en Pologne, je suis jeudi, je suis à Cracovie, donc vous pouvez venir poser vos questions. Donc vous voyez, le notariat, on se met un peu à votre disposition. Tout ça, nous, le pôle de français à l'étranger, on le fait gratuitement. On se déplace pour essayer de vous apporter du soutien. Ceci étant, quand c'est vos dossiers personnels et que vous nous consultez dans nos études, on vous fait un devis. N'hésitez pas à demander parce qu'il y a plein de choses qu'on n'a pas traitées, notamment aujourd'hui, tout ce qui n'est pas fiscal, mais les testaments. Et puis, on a répondu très vite, mais là, on s'est concentré aujourd'hui sur les questions. Mais d'habitude, on développe un peu un sujet du type les successions, les conventions, l'article 750, les donations. Attention, est-ce que les biens doivent être chez le notaire français, ou l'argent chez le notaire français ou pas, en fonction des types de biens. Il y a plein de questions qui n'ont pas été traitées. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous. On est là à votre disposition et puis à nous poser des questions. Voilà. Et puis, on était ravis de vous avoir répondu. Eh ben, un très grand merci, chère Cécile, cher Olivier. C'était un webinaire donc sur le thème expatriation et fiscalité, avantages à connaître et pièges à éviter. Je pense que c'est très clair. Il y a eu beaucoup de questions. C'était vraiment un grand plaisir de vous avoir tous. Merci à tous les internautes. Bonne journée, bonne soirée selon où vous êtes. Et puis à très bientôt pour un prochain webinaire sur lepetitjournal.com. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir.